Derrière les chemises hawaïennes, les vers levés et les refrains faussement candides qui ont rythmé tant d'étés français, il y avait un homme qui, pour tenir sa promesse de bonne humeur, a souvent dû ruser avec sa propre gravité. Carlos, de son vrai nom Jean-Yvan Chrysostome Dolto, n'a pas seulement incarné l'insouciance. Il l'a fabriquée, pièce après pièce, comme on monte une scène avant l'arrivée du public. Éclairages ajustés, câbles dissimulés, sourires vissés. On croit connaître le personnage parce que l'on sait fredonner Big Bisou ou Papayou, on se trompe. Un artiste populaire se construit sur une tension. Offrir ce que l'on attend de lui et préserver ce que l'on ne soupçonne pas. C'est dans cet écart, entre liesse collective et vie intérieure, que se loge sa douleur secrète. Être le fils de Françoise Dolto ajoutait une surexposition paradoxale. À l'ombre d'un nom immense, il lui fallut devenir lumière. Le pseudonyme Carlos fut une armure et un passeport. Il autorisait la caresse de la blague, la rondeur de la voix, le clin d'œil à la caméra. Il interdisait presque tout le reste, notamment l'aveu de fatigue ou de mélancolie. Au fil des plateaux, des radios, du Club Dorothée et des fêtes télévisées, l'homme s'est vu assigné à la joie comme d'autres à résidence. Or la joie, quand elle devient métier, pèse. Elle exige que l'on transforme un chagrin en gimmick, un doute en pas de danse, un silence en refrain. Elle jouera le corps aussi, trop visible, trop commenté, et taxera l'âme d'un impôt invisible, être inentamable. Cet article ne prétend pas détruire un mythe, mais le compléter. Il relie le parcours de Carlos, non comme une succession de tubes, souriants, mais comme le travail acharné d'un professionnel qui a su convertir ses fragilités en hospitalité publique. Il interroge ce que faire rire veut dire quand l'époque réclame des visages toujours disponibles, quand l'industrie range au rayon rigolo des artistes plus complexes qu'il n'y paraît, quand les droits, d'auteurs voisins à l'image, façonnent la postérité au moins autant que les souvenirs. Révéler sa douleur secrète, c'est comprendre qu'elle n'a rien d'un scandale, c'est la trace, discrète mais tenace, laissée par des années à nous porter plus légers que nous n'étions. À la suite de cette mise au point, il faut regarder Carlos droit dans les yeux de son personnage. L'icône populaire n'est pas née d'un coup de marketing, mais d'un long apprivoisement mutuel entre un homme et son public. On a gardé l'image d'un bon vivant en chemise à fleurs, capable de transformer n'importe quel plateau en guinguette. On a oublié combien cette évidence était un travail. Le rire rond, la voix qui câline, la mélodie, les gestes rassurants, tout cela relevait d'une grammaire de la proximité patiemment élaborée. Loin de la distance starisée, il avait choisi la connivence, presque le tutoiement. Mais la connivence se paye. Dès qu'elle s'installe, elle exige d'être reconduite, soir après soir, émission après émission, comme un contrat tacite dont l'artiste ne détient jamais la clause de sortie. Fils d'un nom immense, il a très tôt compris que l'on ne gagne pas contre une légende familiale. On gagne avec elle en déplaçant le projecteur. Là où l'on attendait la théorie, il a proposé l'instinct. Là où l'on craignait la posture, il a offert la présence. Sa vraie virtuosité ne fut pas la caricature du rigolo, mais l'art de lire une salle et cette science fine de la température émotionnelle qui permet d'alléger sans infantiliser. Il savait quand allonger un silence, quand reprendre le public par un clin d'œil, quand pousser le couplet pour laisser au rire le temps de retomber. Cette musicalité du lien, plus que ses refrains, explique l'adhésion transgénérationnelle. Pourtant, elle creuse aussi une ornière. Si l'on devient, pour des millions de gens, l'ami qui met l'ambiance, comment être entendu quand on n'a plus envie de parler fort ? La réponse de Carlos fut de tenir le cap d'une joie accueillante, tenir ses équipes, tenir ses promesses de fête. Au dehors, l'icône semblait immuable, au dedans, elle négociait sans cesse avec ses fatigues et ses doutes pour livrer, à l'heure dite, la chaleur attendue. L'homme n'était pas prisonnier de son image, il en était le gardien. Et ce poste à responsabilité, si terriblement exposé, dessine déjà en filigrane la peine secrète qui irrigue toute son histoire. La peur sourde de décevoir en cessant, ne fût-ce qu'un instant, d'être celui qui nous rend la vie plus légère. Devenir le gardien de sa propre image suppose d'avoir appris très tôt à vivre sous un projecteur. Celui de Carlos n'était pas d'abord médiatique. C'était la clarté méthodique d'un foyer où l'on nommait les choses, où l'on écoutait, où l'on interrogeait les émotions comme des langues étrangères à apprivoiser. Grandir avec une mère qui faisait profession d'entendre l'enfant, c'était être observé avec bienveillance, mais aussi parfois se sentir traduit avant d'avoir fini sa phrase. Il y a dans cette pédagogie lumineuse un paradoxe délicat. La parole circule, mais l'enfant pressent que ces silences seront, eux aussi, interprétés. De là un réflexe qui ne le quittera plus. Devancer l'attente, alléger l'atmosphère, transformer le malaise en clin d'œil. Ce que l'on prendra plus tard pour de la bonhomie naturelle est d'abord un savoir-faire familial. Désamorcer, arrondir, recoller. Le père, kinésithérapeute, ajoutait une autre école, celle du corps considéré comme un instrument qu'il faut ménager et réparer.
Cette double culture, l'écoute des sentiments et la mécanique des muscles, nourrit chez l'adolescent Dolto une conscience aiguë de ce qui se tend et se relâche chez soi comme chez les autres. Elle prépare un futur professionnel du lien, capable de sentir la température d'une pièce, de doser la pression d'un mot comme on ajuste la pression d'une main sur une épaule, mais cette finesse a son envers. Quand on perçoit tout, on protège tout, et protéger, c'est souvent s'oublier. À table, dans les salons, parmi les amis de la maison, l'humour devient un passeport. Le jeune homme comprend qu'un bon mot rétablit l'équilibre, qu'un éclat de rire ferme la parenthèse des sujets qui piquent. De fil en aiguille, il installe un personnage social qui devance l'orage. Ce personnage lui servira plus tard sur scène, mais il creuse aussi un écart intime. Où déposer, quand on est l'anticyclone des autres, ses propres nuages. On s'en remet aux copains, aux nuits trop longues, à la gourmandise des plaisirs simples. On développe des rituels, une façon d'entrer dans une pièce, de saluer, de poser la voix, comme autant d'interrupteurs qui allument la joie dès qu'il faut. C'est efficace, c'est généreux, c'est aussi épuisant. Dans cette maison d'intelligence, une injonction muette s'installe. Ne pas être un problème de plus. L'adulte qu'il devient traduira cette exigence en règles professionnelles. Il tiendra sa parole de léger, quoi qu'il lui en coûte, quitte à n'exprimer la gravité qu'en biais, par la tendresse des chansons, par la chaleur des plateaux, par le soin porté aux équipes. La lumière qui l'a fait grandir lui a donné des outils puissants. Elle a aussi durci une pudeur. C'est dans cette pudeur que se cache la fissure. La conviction que la tristesse, chez lui, doit rester une affaire d'intendance, jamais de scène. De cette pudeur née à la maison, Carlos tire une première vocation sérieuse, soigner. Il apprend le corps comme on apprend une langue, avec patience et précision, jusqu'à décrocher son diplôme de masso-kinésithérapie. Dans le cabinet, il découvre une vérité utile et concrète. Ce qui se noue peut se délier, ce qui se crispe peut se relâcher. Ses mains écoutent, avant de corriger, elles cherchent l'appui juste, la pression qui libère. Ce rapport au réel, mesuré et presque silencieux, lui convient. Il y a là une morale du métier, l'efficacité sans esbrouffe, qui irrigera toute sa vie. Mais à mesure que ses journées s'emplissent d'épaules récalcitrantes et de reins douloureux, l'autre langue qu'il parle depuis l'enfance, celle de la scène, du tempo, de l'humeur d'une pièce, se met à réclamer sa place. La bifurcation arrive par capillarité plutôt que par rupture. Un ami, un cabaret, des répétitions où il rend service. Un plateau où l'on manque d'un couteau suisse capable de régler 1000 petits problèmes. Le jeune kiné comprend qu'il peut manipuler une équipe comme on manipule une articulation. Repérer le point de blocage, délier les tensions, remettre du mouvement, secrétaire artistique ici, régisseur improvisé là, médiateur toujours, il devient l'homme que l'on appelle quand tout doit tenir à l'heure dite. Ce professionnalisme discret attire les artistes. Il les met à l'abri. Dans les couloirs, il apprend la chorégraphie invisible des métiers. Un œil sur la loge, un autre sur la feuille de route, l'oreille tournée vers le public qui, même absent, impose son tempo. Peu à peu, l'idée qu'il puisse passer devant s'impose non comme une tentation narcissique, mais comme un prolongement logique. Si l'on sait orchestrer la fête, pourquoi ne pas en assumer la lumière ? Le premier micro n'est pas un coup d'éclat, c'est la conséquence naturelle d'une longue fréquentation des plateaux. Il a vu, noté, mémorisé, il sait que la connivence ne s'improvise pas, que la joie se répète, que le moindre gimmick doit être posé à la seconde près. Lorsqu'il franchit le seuil, il ne renie pas le kiné. Il en transporte la rigueur, l'art de replacer une ambiance déviée, la patience, des gestes simples. On croit qu'il change de métier, il change surtout d'outil. C'est ici que sa peine secrète trouve un premier contour professionnel. Car celui qui, en coulisses, réparait les autres, se retrouve désormais sommé d'être, lui, irréparable, inentamable, disponible, apte à soulager le public sans jamais réclamer un soin en retour. La scène l'adopte parce qu'il sait la soigner. Elle l'use parce qu'elle réclame ce soin en continu. Entre la table de massage et le plateau, rien n'a vraiment changé, on vient chercher chez lui un soulagement immédiat. Simplement, la file d'attente s'est allongée et l'ordonnance, désormais, se chante. Le passage devant la rampe se cristallise en un alphabet de ritournelles qui, sous leur évidence, cachent une science. Quand arrivent Big Bissou, Rosalie, puis Papayou, rien n'est laissé au hasard. Un gimmick vocal comme un claquement de doigts, une onomatopée qui s'accroche à la mémoire. Un tempo dansant juste assez lent pour laisser les corps suivre et assez vif pour tenir la fête. Dans les studios parisiens, on polit les angles, cuivre rond, guitares en cocotte, cœur qui sourit, clin d'œil de percussion tropicale. Sur bande, on entend d'abord un sourire. Sur scène, on voit une méthode. Le public y reconnaît sa propre joie en miroir et l'adopte aussitôt. C'est l'âge d'or, 45 tours colorés, jukebox qui cliquette, plateau télé du samedi soir où l'on chante en direct sous des projecteurs en forme de soleil. Mais derrière l'évidence dansante, il y a un artisanat d'orfèvre.
Carlos construit ses chansons comme un menuisier sa table, robuste, stable, accueillante. Les couplets parlent à tout le monde, les refrains réunissent tout le monde. Entre les deux, une ironie douce, jamais méchante, qui permet à la grand-mère et au petit-fils de rire ensemble. C'est la clé de voûte de sa popularité, une connivence intergénérationnelle qui transforme chaque tube en rituel, à la plage, au camping, dans les kermesses, aux banquets d'associations. L'artiste sait doser la distance, assez de second degré pour les adultes, assez de franchise pour les enfants. L'air semble léger, la charpente, elle, est très sérieuse. Cet âge d'or pourtant creuse aussi l'ornière où s'installera la peine secrète, car l'évidence a une contrepartie. On vous demande de la reproduire. Ça, on en voudrait un autre. Pour l'été prochain, tu as quoi? Les étés défilent comme des échéances. Il faut relancer la machine, réinventer le même, sans en donner l'air. Le personnage en chemise hawaïenne devient l'enseigne lumineuse qu'on réclame partout. Fête de ville, gala, téléthon, émission spéciale. L'homme suit, généreux par loyauté et par goût. Mais la formule, si efficace soit-elle, le fige. Au fil des tournées, il comprend qu'un refrain peut devenir une cage dorée. Il protège du froid, mais interdit de changer de météo. Alors il affine encore son art. Il rallonge un pont, ralentit un break, laisse entrer un peu de tendresse dans le clin d'œil. À défaut d'ouvrir grand la porte, il entr'ouvre une fenêtre, celle par laquelle, parfois, passe une nuance, un soupir, une ombre légère qui dit « Derrière la fête, quelqu'un veille à ce que tout tienne ». Au sortir des étés de ritournelle, la trajectoire de Carlos épouse naturellement le grand salon familial de la France, la télévision. L'Empire AB est alors une fabrique de rendez-vous, une horlogerie joyeuse, où chaque mercredi après-midi l'enfance vient prendre sa dose de fiction, de chansons et de camaraderie. Carlos y entre comme on passe de la terrasse à la cuisine, sans perdre son sourire, mais en changeant de rôle. Il n'est plus seulement le chanteur des vacances, il devient l'oncle bienveillant, le parrain rassurant que l'on retrouve au générique entre un jeu, un sketch et une marionnette. Sa bonhomie s'ajuste au format cadre, un regard caméra qui tutoie, une saillie qui tombe juste, un refrain qui se glisse entre deux pubs. À l'écran, sa présence fait office de liant, un roux qui tient la sauce du direct. Mais cet élargissement d'audience, qui installe son image dans les salons et les chambres d'enfants, resserre aussi les vices de l'hygiène d'antenne. Parler à l'enfance, c'est bannir les arêtes, surveiller le double sens, polir encore la légèreté. Le registre se clarifie, la transgression s'éloigne, l'ambiguïté se tait. Pour un artiste, l'ambiguïté est pourtant une respiration. Elle autorise la nuance, elle ménage des interstices ou déposer ses soirs gris. Ici, il faut tenir droit, lumineux, disponible. Carlos s'y emploie avec professionnalisme et tendresse. En coulisses, il prend des nouvelles des techniciens, encourage les jeunes, console un figurant stressé. La télévision adore ces tempéraments coussins qui amortissent les chocs. Lui sait le faire, il le fait même trop bien. La conséquence est subtile. Plus il incarne la douceur, plus il s'interdit l'ombre. Le personnage AB, calibré pour la joie collective, occulte le reste. Lorsque la fatigue cogne, il la convertit en bons mots. Lorsque l'inquiétude pointe, il l'ensevelit sous un clin d'œil. La peine secrète, déjà à l'œuvre dans les tournées, prend ici une couleur nouvelle. L'impossibilité de baisser la garde sans trahir la confiance de ceux, enfants, parents, animateurs, qui comptent sur lui pour que tout reste simple. Alors il invente des échappatoires minuscules. Un phrasé qui ralentit à la fin d'un couplet, un regard de côté, une poignée de main qui dure une seconde de plus. Ces infimes décalages sont des soupapes. Ils disent, à qui veut bien l'entendre, que la fête a besoin d'un veilleur, et que ce veilleur, en chemise à fleurs, porte parfois une nuit entière dans sa poche pour que l'émission, elle, reste en plein jour. Dans l'atelier AB, comme sur les scènes d'été, Carlos porte la même armure, la chemise éclatante, la voix qui sourit, l'art de désamorcer avant même que la tension n'existe. Ce bon vivant n'est pas un simple costume, c'est un système complet de fonctionnement, huilé par des rituels que seuls les professionnels devinent. 30 minutes avant de monter, il marche en coulisses pour prendre la pièce, vérifie la hauteur des micros, mémorise l'emplacement des retours, serre les mains, technicien, cadreur, musicien. Chacun reçoit sa dose de calme. Juste avant le générique, une inspiration plus longue, 2 tapes sur la cuisse, interrupteur secret, le sourire s'allume, la fête peut commencer. Mais animer la fête, c'est aussi la protéger. Quand un sketch déraille, quand un invité panique, quand l'audimat menace, on cherche son regard comme une bouée. Carlos, sauve-nous ça, il sait faire. Il installe un rire, rallonge un pont musical, glisse une histoire. Cette compétence, si précieuse pour les autres, est exigeante pour lui. Elle suppose de convertir à la seconde un épuisement, une contrariété, une inquiétude en énergie disponible. Le masque ne ment pas, il tient. Et tenir, à ce niveau d'exposition, devient une éthique. Le public n'a pas à payer l'addition de nos humeurs. Maxime de plateau, règle de vie. Le corps supporte cette éthique comme il peut. On commente son apparence comme on commente la météo, sans précaution.
Il en rit souvent par élégance, mais c'est la violence sourde de ses remarques lorsqu'elles s'additionnent aux kilomètres de route, aux chambres d'hôtel interchangeables, aux nuits où l'adrénaline met du temps à retomber. Après l'émission, il redescend seul, dans le silence trop net des couloirs vidés. Un dernier texto aux copains, parfois une longue conversation avec un ami, puis l'effort de se coucher quand tout, en soi, continue de tourner. La peine secrète, ici, prend le visage de l'assignation, être l'homme qui rassure tout le temps. On le convie précisément pour cela. On l'aime pour cela. On ne l'autorise presque jamais à être autre chose. Les rares soirs où il se permet un pas de côté, un tempo plus lent, une nuance tendre, on félicite l'émotion, sans voir la demande discrète qui l'accompagne. Le droit, de temps en temps, de ne pas porter la salle. Alors il invente des issues minuscules, une caresse dans le phrasé, une chute de voix, un regard qui dit merci et fatigue à la fois. Ce sont de petites brèches, assez fines pour ne pas entamer la fête, assez vraies pour qu'un public attentif y perçoive l'homme derrière l'icône, celui qui, sans bruit, ajuste les projecteurs et parfois aurait besoin qu'on en baisse un pour lui. Rester l'homme qui rassure tout le monde a une contrepartie que peu perçoivent, l'obligation de se rassurer soi-même en silence. L'assignation à la joie ne vient pas d'un contrat signé, mais d'une habitude collective qui se transforme en loi. On appelle Carlos quand il faut éviter la gêne, rebondir sur un incident, réchauffer une salle trop froide. Très vite, cette qualité devient une fonction, puis une identité. Or, une identité-fonction ne laisse pas de place au retrait. Les soirs d'inquiétude, il faut sourire quand même. Les jours d'hôpital pour un proche, il faut tenir quand même. Les nuits blanches, il faut danser quand même. Sa peine secrète, c'est cette antienne. Quand même. Ce quand même structure sa vie comme un horaire de train. À 18h, répétition. À 20h, maquillage. À 21h, générique. À 22h30, embrassade. À minuit, chambre anonyme. Dans la lumière, il transforme l'angoisse en repartie. Dans l'ombre, il en supporte la note. Il a des gestes pour tenir, ranger méticuleusement sa valise, enfouir les papiers dans la pochette bleue, appeler un ami avant d'éteindre. Il sait aussi que la machine sociale ne tolère pas l'aveu de vacillation chez ceux qu'elle charge d'empêcher la nôtre. Qui console le consolateur ? La question traverse parfois ses regards quand la caméra se détourne. Le public, pourtant, ne lui est pas hostile. Il l'aime véritablement. Mais aimer, c'est souvent exiger sans s'en rendre compte. On vient chercher chez lui une permission de légèreté, presque une autorisation de vivre plus simple l'espace d'un refrain. Comment refuser cela ? Il ne refuse pas. Il introduit seulement des nuances. Un silence, 2 mesures plus longs, un merci appuyé, une poignée de main tenue 1 seconde de plus. Ce sont des balises discrètes, des petites fenêtres laissées entr'ouvertes pour que passe, avec l'air de rien, une fatigue, un manque, une vérité. La peine secrète n'est pas une confession spectaculaire, c'est une collection de renoncements minuscules consentis pour que la joie des autres arrive à l'heure. Et cette collection, invisible sur l'affiche, constitue plus sûrement que le hit parade l'œuvre d'un homme qui jusqu'au bout aura choisi d'être utile avant d'être compris. Lorsque la maladie se déclare, elle ne renverse pas immédiatement l'ordonnancement secret qui tenait sa vie. Par réflexe, il continue d'appliquer la même grammaire, rassurer, alléger, différer. Il parle peu, choisit les mots comptés qui évitent les emballements et garde pour les proches la vérité nette qui ne se négocie pas. On a dit « cancer foudroyant ». Il en accueille la brutalité avec cette pudeur exacte qui fut sa manière. Ni déni, ni larmoiement, mais une économie de gestes et de phrases pour que la tempête ne déborde pas de la pièce. Dans les journées ralenties, il conserve des rituels minuscules. Un appel, une playlist, un mot pour l'équipe, comme on maintient allumée la veilleuse d'une chambre, non pas pour s'illusionner, mais pour rester lui-même dans ce qui s'achève. La lucidité chez lui n'est pas une pause tragique, c'est une élégance. Il sait que l'affection du public ne se nourrit pas de détails médicaux et que l'émotion vraie se passe des faits. Il répond au message avec une chaleur intacte, remercie, désamorce, puis referme la porte. À l'intérieur, le cercle se resserre. Les amis comprennent, à la cadence des nouvelles, que l'homme qui les a si souvent consolés refuse encore d'être un poids. Il continue de rendre plus léger ce qui ne l'est pas. On reconnaît sa signature dans ses délicatesses discrètes, un trait d'humour pour dégonfler une inquiétude. Un conseil de pro transmis comme on passe une torche, une attention pour un technicien dont personne ne se souvient du prénom. Jusqu'au bout, il distribue de l'oxygène. La scène lui manque non par narcissisme, mais pour ce qu'elle autorise. Le partage instantané. Il s'en passe pourtant sans amertume visible, comme si l'expérience de la fête lui avait appris aussi l'art du retrait. Il trie ses archives, règle des papiers, met de l'ordre dans les choses qui restent. Ce souci de transmission n'a rien d'un testament spectaculaire. C'est une manière de politesse, l'ultime chapitre d'une vie passée à faciliter celle des autres. Il sait que les chansons continueront sans lui, que les images referont surface, que des refrains survivront aux étés. Cette pensée l'apaise. L'héritage n'est pas la statue,
c'est l'usage que l'on fera de sa joie. Dans les derniers jours, la peine secrète change de visage. Elle n'est plus l'assignation à la joie, mais la crainte de laisser derrière soi des inquiétudes mal éteintes. Alors il remercie, encore, répète aux siens qu'ils ont fait ce qu'il fallait, délie une dernière fois les nœuds invisibles. Sa voix plus basse garde le grain familier où se logeait le sourire. Il accepte d'être aidé comme il a aidé, sans fracas, avec confiance. Le monde dehors continue ses rumeurs. Lui choisit la clarté simple d'une chambre où chaque geste compte. Quand la nouvelle tombera, elle heurtera d'abord l'image. Comment l'homme des étés peut-il s'éteindre en plein hiver intérieur? On découvrira alors ce que son parcours disait depuis toujours. La joie n'était pas un masque mais un métier. La pudeur, pas un secret honteux, mais une éthique. Sa sortie de scène s'inscrit dans cette continuité. Nette, digne, presque pédagogique. Elle rappelle que l'on peut tenir jusqu'au bout sans se trahir et partir sans faire payer aux autres l'addition de sa nuit. Dans le silence revenu, ces refrains garderont le rôle qu'il leur avait assigné. Offrir, à ceux qui restent, une poignée de secondes où l'on respire mieux. Et c'est peut-être cela, au fond, la dernière lucidité d'un homme de lumière. Savoir que la fête n'était pas une fuite, mais une forme exigeante de soin. Après la chambre apaisée des derniers jours, demeure l'après, c'est-à-dire la façon dont une œuvre continue à travailler le temps. L'héritage de Carlos n'est pas seulement un bouquet de refrains faciles à siffler, c'est une méthode de lien. Des animateurs, des humoristes, des chanteurs ont retenu sa grammaire de la proximité. Ce tutoiement chaleureux, cette science du tempo qui laisse au public la part belle. Cette hospitalité scénique se transmet mieux qu'un manifeste. Elle se reconnaît dans un silence bien placé, un clin d'œil qui autorise tout le monde à entrer. Vient ensuite l'héritage tangible, des enregistrements, des images, des génériques, des archives télé. Ils vivent au rythme d'une économie de la mémoire faite de rééditions, de remasterisation, de compilations et de synchronisation pour le cinéma, les séries, la publicité ou les podcasts. Les plateformes organisent la redécouverte par playlist, variété française, tube de l'été, années 80, où ces chansons reviennent comme des madeleines au détour d'un scroll. Parfois, un extrait repris sur les réseaux transforme un vieux passage télé en phénomène neuf. La nostalgie devient production courante et la joie d'hier nourrit l'humeur d'aujourd'hui. Derrière cette circulation, il y a le droit, ossature souvent invisible de la postérité. En France, le droit moral, non, intégrité de l'œuvre, respect de la paternité est perpétuel et veille à ce que la mémoire ne défigure pas ce qu'elle célèbre. Les droits patrimoniaux des auteurs s'exercent en principe pendant de longues décennies après leur décès. Pour les enregistrements et les interprétations, le régime des droits voisins protège l'exploitation pendant des durées également étendues. À chaque usage, rediffusion télé, plateforme, synchronisation, correspondant des autorisations, des répartitions, des relevés. Cette mécanique peu romanesque garantit pourtant qu'une chanson continue d'exister sans se perdre et que ceux qui l'ont faite puissent encore, à travers leurs ayants droit, en vivre et en décider. La postérité, c'est aussi un cap. Que veut-on transmettre ? Les proches, les éditeurs, les producteurs dessinent un horizon de mémoire. Coffrets raisonnés, anthologies commentées, expositions d'archives, ouverture au sampling, à la reprise, à l'hommage scénique. Trop d'ouverture dilue, trop de fermeture fige. Entre les deux, il y a un chemin de justesse. Faire circuler la joie en respectant sa source. C'est au fond la continuité la plus fidèle au projet d'une vie. Car si Carlos a tant compté, c'est qu'il a considéré la légèreté comme une forme de soin. L'héritage digne de ce geste n'est pas de dresser une statue. C'est de préserver les conditions de ce soin pour d'autres, que ses ritournelles demeurent disponibles au présent, que sa manière d'accueillir inspire des métiers, que l'on puisse demain encore allumer une salle avec un refrain et la refermer en se sentant un peu moins lourd. Voilà la vraie postérité, une joie qui continue de rendre service. Quand le droit a fait son office et que la mémoire circule, il reste l'essentiel, l'écoute. Relire Big Bissou, Rosalie ou Papayou, c'est cesser de les prendre pour de simples cartes postales et y entendre l'atelier d'un artisan qui savait régler la lumière de nos journées. D'abord le tempo, jamais précipité. Il ménage l'espace où les corps peuvent se reconnaître, où l'on ose chanter sans craindre la note. Puis la voix, grain familier, placée un peu en avant comme on parle à un ami dans une cuisine. Elle ne pousse pas, elle porte. Entre les syllabes, un souffle discret, ce minuscule intervalle qui, chez lui, valait poignée de main. Enfin, l'ironie tendre, elle ne moque personne, elle invite. On rit avec et non d'eux. C'est ainsi que la chanson populaire fait société, en rendant chacun fréquentable à ses propres yeux. Écoutez encore, sous la fête, une exactitude. Les arrangements, ronds et transparents, évitent la frime. Les chœurs n'écrasent jamais la mélodie. Un break de batterie placé au quart de tour donne au public la permission d'applaudir ensemble. Cette architecture de gestes simples est sa signature. Elle raconte un homme qui surveille la température de la salle et, par ricochet, celle du pays. Les tubes, à ce titre, sont des baromètres.
Ils enregistrent les envies d'insouciance, les besoins de fraternité, les désirs de soleil à défaut de vacances. Réécouter, c'est aussi surprendre des nuances que la liesse cachait. Dans Big Bissou, un rallentando minuscule juste avant le refrain laisse monter une douceur mélancolique. Dans Rosalie, la diction effleure parfois la confidence. Dans Papayou, la mécanique de la blague est si précise qu'elle devient presque une leçon de pudeur. On détourne l'attention pour mieux offrir un sourire. Loin de figer l'icône, ces détails la rendent humaine. On perçoit l'ouvrier, derrière la vitrine, penché sur son ouvrage, attentif à nos humeurs. Alors, relire les tubes, c'est réécouter l'homme, celui qui transforma sa peine secrète en hospitalité publique. Sa musique n'a pas pour fonction d'abolir le réel, mais de nous en prêter la clé légère. Et si, des années plus tard, ces refrains tiennent encore, c'est qu'ils portent en eux la promesse tenue d'une fraternité à hauteur d'épaule, une main sur le battement, un clin d'œil pour le courage, et cette façon unique de nous dire, sans en avoir l'air, que la joie n'est pas un déni, mais un soin. Réécouter l'homme rend évidente une leçon que l'on préfère souvent oublier. La joie est un travail, et le travail, un engagement moral. Carlos n'a jamais vendu du rêve au rabais. Il a offert une fiabilité émotionnelle. Venir à l'heure, tenir la salle, protéger les autres, ne pas imposer ses orages. Cette discipline, qui paraît modeste, compose un véritable professionnalisme du quart. La fête, chez lui, n'est pas un excès. C'est une forme d'attention, presque une politesse. Cette leçon vaut pour l'artiste, mais aussi pour nous, spectateurs. Demander de la légèreté n'autorise ni la suspicion permanente, ni la cruauté souriante qui réduit un homme à une silhouette. Elle vaut ensuite, mais pour notre époque, friande d'authenticité instantanée. On exige des visages publics qu'ils soient simultanément transparents et inaltérables, intègres et disponibles, intimes et divertissants. Carlos oppose à cette injonction paradoxale une réponse simple, le tact. Il accepte de montrer ce qui peut aider, un rire, un refrain, une connivence, et garde pour lui ce qui n'aiderait personne. Non par calcul, mais par pudeur active. Distinguer ce qui relève du don et ce qui relève du soin de soi. Dans un monde où l'on confond souvent sincérité et exhibition, cette retenue devient une vertu cardinale. Elle vaut, enfin, pour les métiers de l'ombre qui font tenir la lumière. Musicien, technicien, assistant, producteur. La constance de Carlos rappelle que le charisme n'excuse ni l'approximation, ni le mépris logistique. Sa manière d'hospitalité scénique incorpore les autres au geste artistique. Elle reconnaît la chaîne entière du spectacle. On comprend alors pourquoi sa peine secrète, l'assignation à la joie, ne s'est jamais retournée en ressentiment. Il avait choisi d'habiter sa fonction comme on tient une promesse, sans bruit. De cette vie publique, il reste un mode d'emploi discret. Ne pas jouer au plus fin avec la confiance du public. Préférer la tenue aux effets. Savoir, quand tout vacille, transformer l'angoisse en rythme commun. La joie n'y est ni déni, ni anesthésie. Elle devient contrat de circulation entre des existences fragiles. C'est peu spectaculaire, mais décisif. À ce prix, une chanson dépasse l'été. Un visage traverse les décennies et un homme, derrière l'icône, continue d'aider les autres à vivre un peu plus léger. De cette leçon de vie publique découle un dernier mouvement, plus discret encore, l'art de s'effacer sans effrayer. Les derniers regards de Carlos n'ont rien d'une dramaturgie. Ils relèvent de la même politesse qui a guidé son parcours. Il s'agit d'abord d'une manière de dire merci. Aux équipes, au public, aux proches, non par un discours solennel, mais par des gestes reconnaissables. Un message bref, un souvenir renvoyé comme un clin d'œil, un conseil transmis en artisan à artisan. Puis vient la mise en ordre, cette liturgie calme des professionnels. Classer des carnets, identifier des bandes, noter quelques mots pour que la mécanique de la mémoire tourne sans grincer. Rien de spectaculaire, tout d'utile. Dans ces jours resserrés, on retrouve ces constantes. L'attention aux autres, l'humour comme demi-lumière, la pudeur comme tenue. La tentation de s'expliquer longuement ne l'effleure pas. Il préfère laisser parler les chansons et l'empreinte laissée dans des centaines d'heures de télévision. Son héritage n'a pas besoin d'épitaphe, il a besoin d'usage. Que chacun, un soir d'humeur grise, puisse allumer Big Bissou et sentir la pièce se réchauffer. Voilà, à ses yeux, la meilleure postface. Ce dernier chapitre ne ferme pas une légende. Il referme une porte avec douceur. Il rappelle que le plus grand service rendu par la joie n'est pas l'oubli, mais la circulation. Faire passer de l'air entre des villes serrées. Dans le miroir qu'il tend, nous n'apercevons pas une icône figée, mais un professionnel du lien qui nous a appris à traiter la légèreté comme une chose sérieuse. Sa douleur secrète, l'assignation à la joie, demeure en filigrane, non plus comme une peine, mais comme la preuve d'un choix. Tenir sa promesse jusqu'au bout reste notre part. Honorer Carlos ne consiste pas à empiler des superlatifs, mais à reprendre sa méthode. Veiller aux autres, soigner le tempo d'une conversation, préférer le rire qui accueille à la vanne qui exclut, poser un silence là où il soulage.
Alors oui, ces chansons continueront de traverser les étés, mais elles diront davantage qu'un homme, pendant des années, a transformé sa fragilité en hospitalité et son métier en bien commun. Et que cette façon d'être au monde, humble, efficace, lumineuse, demeure pour longtemps notre meilleure manière de lui répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si le parcours évoqué ici vous a touché, dites-le nous en commentaire. Quel moment vous a le plus parlé? Quelle idée aimeriez-vous que l'on creuse? Vos retours nourrissent nos enquêtes et orientent les prochains épisodes. Pour soutenir notre travail, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Vous serez prévenu dès la mise en ligne de nos nouvelles analyses, portraits et décryptages. Un simple j'aime et un partage font aussi une vraie différence pour la visibilité de la vidéo. Nous lisons chaque message avec attention et répondons autant que possible. Restez à l'écoute. D'autres contenus arrivent très vite, toujours avec la même exigence d'exactitude, de clarté et d'humanité. À très bientôt pour un nouvel épisode, et encore merci pour votre confiance et votre fidélité.